Avec que si on ne les réutilisait pas, ben, ça nous demanderait peut-être un nombre de sous-routines beaucoup plus grand. Quand on fait un circuit électronique, même chose. En fait, dans les circuits électroniques, il y a deux sortes. Il y a les mémoires, donc ça c'est une architecture peu profonde, il y a exactement deux niveaux. Il y a l'adresse qui nous donne accès à une cellule et la cellule qui nous donne sa réponse. Paf. Chacune des cellules, ça correspond à une unité dans un circuit peu profond. Et puis il y a des choses qui sont plus puissantes que les mémoires, c'est par exemple des circuits, des CPU, etc., qui font des choses qu'on ne pourrait pas faire juste avec une mémoire. Si on imagine encoder tout ce qu'un programme pourrait faire avec une mémoire qui dit, ben voilà, étant donné toutes les entrées possibles, ça correspond à une adresse, une table de hash finalement, voilà la réponse qu'on aurait, ça scale pas, on n'aurait pas assez de bits pour toutes les configurations qui nous intéressent. Un autre exemple qui est assez facile à comprendre, c'est les polynômes. Donc tout le monde a fait un peu de maths, tout le monde sait c'est quoi des polynômes. Il manque ici x1, x2, x3, x1, x2, x1, x2, x3, x4. Donc ici on fait le produit, mettons x1, x2, ici x2, x3, x3, x4. Donc on construit un polynôme en faisant des sommes et des produits par exemple. Il y a plein de manières de construire un polynôme. Mais mettons que je décide de construire un polynôme avec cette espèce de réseau de sommes et de produits, on appelle ça un sum product network. Donc à chaque nœud de mon réseau, j'ai un polynôme qui est le polynôme partiel qui correspond au calcul, la sortie de ce nœud-là étant donné l'entrée qui sont les x. Évidemment, on sait qu'on pourrait représenter un polynôme avec juste deux niveaux, tout simplement une somme de produits, avec tous les termes qui sont nécessaires. Donc on n'aurait pas besoin d'avoir un réseau profond pour représenter n'importe quel polynôme. C'est la même chose que les résultats de tantôt qui disaient n'importe quelle fonction, on peut la représenter avec deux niveaux. Donc on peut faire la même chose avec les polynômes. Mais ce serait quoi l'avantage d'avoir un circuit plus profond? Ben, par exemple ici, ce produit-là, x2, x3, on voit qu'il réapparaît dans... Là j'ai factorisé un peu, j'ai réécrit le polynôme ici, de façon à mettre en évidence le fait que x2, x3 apparaît ici à plusieurs endroits dans l'expansion qui correspond à ce polynôme-là. Donc si on avait dû calculer tout d'un coup, avec juste deux niveaux, on aurait fait le produit x2 fois x3 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et en fait, plus on considère profond, plus on a le potentiel, disons, d'avoir factorisé un polynôme qui semble très compliqué, avec un nombre de calculs beaucoup plus petit, où on n'a pas besoin de refaire des calculs. Donc ici, le x2, x3, il va apparaître dans celui-là, il va apparaître dans celui-là, et puis quand on va les combiner comme ça, il va apparaître dans tous les produits croisés pertinents. Et vous voyez que plus on considère un réseau profond ici, plus le gain potentiel augmente exponentiellement avec la profondeur. Donc c'est vraiment un argument très très simple là pour voir qu'est-ce que ça peut nous faire gagner. Alors vous allez me dire, oui mais en termes de machine learning, c'est quoi l'intérêt là? C'est des polynômes. Mais imaginez que par exemple on met des poids sur les arcs. Par exemple, d'un polynôme ici avec on prend la variable, on ne la prend pas, mais on met plus quelque chose fois chacun des termes. On met des poids sur les arcs, à ce moment-là, ça commence à être un truc de faire en machine learning. On peut représenter des fonctions en choisissant les poids. Donc là maintenant, si on peut représenter les choses de manière plus compacte avec un circuit plus profond, on va se retrouver à pouvoir représenter ce qui nous intéresse avec moins de paramètres, et donc ça va prendre moins d'exemples. C'est comme l'argument que j'avais tout à l'heure pour les représentations distribuées. Un petit nombre de paramètres peut nous donner accès à un ensemble de fonctions plus riche, distinguer des choses, plus de choses entre elles, etc. Donc on s'est amusé un peu avec ces polynômes. Entre autres, on a défini plusieurs familles de polynômes qui ont la propriété que si on les écrit avec un circuit profond, on peut se retrouver avec un nombre de nœuds exponentiellement plus petit que si on les écrit avec juste deux niveaux. Là, il s'est coupé, mais ça dit qu'on a besoin de ordre de n nœuds pour cette famille-là que j'aurais pas le temps de définir, qui est avec une structure en arbre binaire, avec une profondeur log n, et on aurait 2 à la racine de n nœuds si on était à profondeur 2. Puis si on a un autre circuit
que vous trouverez dans les notes là, qui lui est pas en arbre, mais qui est vraiment profondeur, une largeur constante et puis la profondeur qu'on veut. Et là, on se retrouve avec la profondeur fois la largeur de nœuds quand on a un réseau profond. Et si on a un réseau avec 2 niveaux, on a la largeur à la puissance la profondeur. Donc c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est exponentiel dans la profondeur, la perte qu'on aurait si on n'avait pas la profondeur. Ok, ça j'en ai déjà parlé. Donc, revenons au bon vieux réseau de neurones supervisé de l'ancien temps. Ça fait longtemps que dans les années 80, des gens comme Hinton, ils se disaient « Oui, mais le cerveau, il a une architecture profonde, on aimerait faire des réseaux de neurones profonds, mais ça ne marchait pas. » On ne savait pas trop pourquoi, puis... en fait, on ne comprend encore pas tout à fait. Je commence à avoir des intuitions de qu'est-ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que ça devient de plus en plus difficile à optimiser. Plus on considère les réseaux profonds. Et donc, une hypothèse, c'est que le signal de gradient, il devient de moins en moins informatif, parce qu'il doit se promener à travers de plus en plus de couches. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à vraiment clarifier de manière mathématique et satisfaisante. Donc avant 2006, on ne savait pas trop quoi faire. Puis là, bon, boum. La grosse idée, donc, c'était d'utiliser de l'apprentissage non supervisé. Puis il y a eu ces articles qui sont sortis cette année-là pour initialiser chacune de ces couches. Donc j'en ai parlé abondamment tout à l'heure. Ça remime la même histoire. On va entraîner de manière non supervisée chacune des couches à, en gros, mettons, reconstruire la couche d'avant et construire une nouvelle représentation plus abstraite à chaque fois. Puis ensuite, on peut mettre ça dans un réseau supervisé et qu'on va juste ajuster pour la tâche précise qui nous intéresse. On peut faire la même chose avec autre chose que des RBM, donc on peut faire avec des auto-encodeurs. Donc un auto-encodeur, c'est quoi? C'est juste un réseau de neurones qui prédit son entrée en passant à travers une couche intermédiaire. Traditionnellement, la couche intermédiaire, elle est plus petite que l'original, mais là, je l'ai fait plus grosse pour montrer qu'en fait, ça marche bien, même si c'est plus gros. Surtout si on régularise, par exemple, avec une pénalité de sparsité, la couche intermédiaire. Puis une fois qu'on a entraîné notre auto-encodeur, on peut jeter la partie décodeur, donc on appelle ça l'encodeur et ça le décodeur. L'encodeur va de l'entrée vers le code qui est la représentation, le décodeur va du code vers l'entrée reconstruite, la reconstruction. Une fois qu'on a donc entraîné notre auto-encodeur, on peut juste jeter cette partie-là, garder la partie encodeur et réentraîner un autre auto-encodeur ici qui reconstruit cette couche. Donc ça marche exactement sur le même principe que les RBM. Et en fait, il y a des liens intéressants entre l'entraînement des RBM et l'entraînement des auto-encodeurs sur lesquels j'ai travaillé. C'est assez proche. Soit dit en passant, on peut faire la même chose avec le truc vorace couche par couche. On peut le faire avec l'entraînement supervisé. On a fait ça aussi en 2006. Donc l'idée, c'est que, mettons qu'on veut prédire des Y à partir de X, on peut entraîner un MLP normal, ordinaire, avec une couche cachée. Sauf que là, je l'ai dessiné un peu bizarrement. Entrée, couche cachée, on prédit notre Y. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a entraîné un MLP comme d'habitude, ça on sait faire, on sait entraîner, il n'y a pas de problème, c'est pas profond. On jette ça. On prend juste la première couche comme entrée pour un autre MLP qui prend ça en entrée et qui essaye encore de classifier. Mais là, on rajoute donc une couche de plus, etc. On peut rajouter autant de couches qu'on veut comme ça. Et puis à la fin, on peut ajuster, faire le fine-tuning supervisé sur toutes les couches en même temps. Et ça marche beaucoup mieux qu'entraîner le MLP à partir de rien tout d'un coup. Mais U2, là au départ, les étiquettes. U2. Non, c'est pas des étiquettes, ça c'est des poids, ça. Ouais, le Y chapeau, là. Bah, Y chapeau, ça on a un problème supervisé à résoudre. Là. Ouais, forcément. Dans le cas où on a un problème supervisé standard classique, on a des paires X, Y. Ah, c'est le même Y à chaque fois, c'est le même. Oui, c'est le même. Ah, d'accord. Donc, on veut prédire Y, on produit un Y chapeau qui est une prédiction d'Y. Et tu fais pas évoluer Y. Non, Y c'est juste la prédiction pour une variable
Y chapeau, c'est ma traduction pour une variable y que j'observe avec des paires x, y, comme d'habitude. C'est la classe. Donc ça marche moins bien que faire de l'apprentissage non supervisé à chaque couche, comme ce que j'ai présenté dans les slides précédents. Mais ça marche mieux que entraîner un réseau profond sans ce truc couche par couche. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'optimisation. Est-ce que ça peut permettre quand même de faire quelque chose dans le cas où le corpus est assez petit? Parce que de ce que j'ai compris là. Ben, si le corpus est petit, il vaut vraiment mieux faire l'apprentissage non supervisé. Plus il est petit, et plus l'apprentissage non supervisé nous aide. Ça, c'est un truc empirique que je dis là, sur des données, pas mal de jeux de données, où on observe systématiquement que le truc d'utiliser l'apprentissage non supervisé comme initialisation, ça aide d'autant plus que le jeu de données est petit. Et alors d'autant plus que si on est en semi-supervisé, ça veut dire qu'on a plein de données non étiquetées. Alors là, ça fait vraiment aider beaucoup. Parce qu'on peut exploiter toutes ces données pour apprendre des représentations intermédiaires. Est-ce que ça aide ou finalement supervisé se dégrade, est très mauvais quand Je ne comprends pas la question. Finalement, ta remarque, c'est qu'il vaut mieux utiliser du non supervisé au début, comme initialisation. Mais après, il faut faire du supervisé dessus. Il faut faire un fine-tuning supervisé. Est-ce que c'est plutôt le supervisé en entrée qui se comporterait très très mal, finalement s'il n'y a pas beaucoup d'exemples, avec peu d'exemples. S'il n'y a pas beaucoup d'exemples, il n'y a presque pas besoin, c'est presque mieux de ne pas faire le supervisé. C'est-à-dire de l'ajustement final de tous les points, on peut juste entraîner, mettons, un classifieur linéaire par-dessus. Donc ça, on a fait pas mal sur certains problèmes. Il n'y a pas d'avantage à faire un ajustement, même ça peut nuire, ça peut overfitter. S'il y a très peu d'exemples où c'est très bruité, des choses comme ça. Dans ce cas-là, on met un classifieur linéaire ou quelque chose de simple par-dessus, ça marche bien. Oui. Non, mais je ne comprends pas encore ça trop bien du tout, mais okay. Justement, on a des architectures qui permettent d'avoir des trucs extrêmement expressifs. Ouais. Et généralement, quand on a ce genre de modèle-là, on se retrouve très vite à faire de l'overfitting. Et je ne comprends pas ce qui permet de faire de la régularisation implicitement. Ok, d'accord. Bonne question, je vais essayer de répondre. Donc, pas dans ce schéma, mais dans celui d'avant, où on entraîne de manière non supervisée au début, puis après, on entraîne de manière supervisée. Okay, donc je vais expliquer ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois qu'on apprend une représentation de manière non supervisée, on n'utilise pas les étiquettes, donc on ne peut pas overfitter. Enfin, on ne peut pas overfitter P de Y étant donné X. On peut overfitter P de X, mais c'est beaucoup plus difficile d'overfitter P de X, parce que X, c'est beaucoup plus riche d'habitude. Donc, les problèmes qu'on essaie de résoudre en général, c'est X, c'est un spectrogramme, une image, c'est super riche. Y, c'est une classe, c'est pas compliqué. Donc, modéliser la distribution de X, ça demande beaucoup de ressources. Et la plupart, si tu veux, des paramètres sont utilisés pour capter ce qu'il y a dans P de X et ne vont pas nécessairement nous aider directement à prédire Y. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on ne met pas assez d'unités ici, non seulement ça ne va pas régulariser, enfin, c'est-à-dire que ça va trop régulariser. Donc là, ça va être pire que si on ne faisait pas d'apprentissage non supervisé. Parce qu'on va se retrouver peut-être avec les composantes de X qui sont dominantes, mais qui ne sont pas nécessairement celles qui sont intéressantes pour notre problème. Peut-être que les facteurs explicatifs de X qui sont les plus importants, ce n'est pas Y. Je ne sais pas moi, dans la parole, ce qui est dominant, c'est probablement voyelle versus consonne. Donc là, ça va, c'est en général relié à ce qui nous intéresse. Mais supposons qu'on voulait faire la classification du locuteur. Si on fait une PCA avec une composante principale, on risque de se retrouver avec, je dis n'importe quoi, je ne l'ai pas essayé, avec en gros un axe principal, voyelle-consonne. Et là, on a perdu complètement ce qui nous intéresse pour le locuteur. Donc c'est la même chose ici. Il y a des facteurs explicatifs, on est en train de les extraire un petit peu, mélanger, mais si on n'en met pas assez, on risque de manquer ceux qui vont nous servir ensuite à prédire le Y particulier qui nous intéresse. Puis si on en met trop, si on en met beaucoup, c'est pas grave, on rajoute d'autres choses qui sont peut-être pas pertinentes pour Y, mais qui sont pertinentes pour X. Il y a quand même l'idée d'apprendre du bruit aussi. Non, c'est pas du bruit, c'est des variations qui sont dans les données. Ça marche comme la PCA, dans le sens que les variations qui sont
imprévisible dans le sens que les différents éléments du vecteur ne sont pas mutuellement prédictibles, vont être jetés. S'il y a des corrélations à l'intérieur de ce que tu observes, c'est ça qu'on va retrouver ici. Donc tout ce qui semble imprédictible dans... imagine que tu as une image et puis tu as un pixel qui est complètement du bruit. Ben, il va probablement pas être très bien représenté ici. Par contre, s'il y a des éléments, il y a des dépendances là-dedans, elles vont être captées ici. Exactement comme une PCA. Donc, c'est juste des machines à capter des dépendances, et à les représenter numériquement, et à capter les dépendances les plus saillantes. Comme une PCA. Sauf qu'une PCA, on ne peut pas les stacker, parce que c'est linéaire. Une fois qu'on a fait une PCA, ça ne sert à rien, on ne peut pas en mettre une deuxième. Ici, on peut en faire plusieurs de suite, et ça nous permet d'extraire des choses plus non linéaires, plus abstraites au fur et à mesure. Alors, on a fait des expériences, d'ailleurs, dans les slides qui viennent, pour valider cette idée-là de... en fait, pour tester l'hypothèse, ce truc dont je viens de parler, de pré-entraînement non supervisé, est-ce que ça marche mieux parce que ça fait un genre de régularisation, ou c'est un truc d'optimisation, ça nous permet de trouver des meilleurs minima locaux de l'erreur d'entraînement? Et en fait, les expériences nous montrent que il y a les deux, mais principalement, c'est quelque chose qui a rapport avec la régularisation. Donc, en fait, l'hypothèse, quand on fait la régularisation, on ajoute un prior, hein, c'est toujours comme ça. Donc, le prior ici, c'est que des représentations qui sont bonnes pour capter les variations dans X, donc la structure de P de X, sont aussi bonnes pour prédire, enfin, certaines d'entre elles sont aussi bonnes pour prédire P de Y dans X. Exemple, dans les premières expériences, c'était toujours avec le jeu MNIST, parce que dans MNIST, c'est clair que comme les classes sont assez bien distinctes les unes des autres, si on peut capter de manière non supervisée où sont les groupements les plus importants et les caractéristiques qui les séparent, ça devient facile de classifier. Donc là, cette hypothèse-là, elle est particulièrement puissante parce que les classes sont très saillantes. Donc quand on essaye de trouver ce qui est saillant dans la distribution en entrée, automatiquement, ça nous donne de l'information très prédictive pour la classe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si, par exemple, on a un P de X qui n'a rien à voir avec P de Y en donné X, donc on peut très bien construire une distribution. Je prends P de X uniforme, et je dis P de Y en donné X, c'est, mettons, Y, c'est un polynôme quelconque en X. Ok? On peut faire ça. Là, si j'utilise cette stratégie, ça va rien faire, ça va pas aider, ça va nuire. Je vais chercher quelque chose qui n'existe pas, et qui n'a pas rapport avec ce qui m'intéresse. Mais dans la nature, en général, parce qu'il y a une structure et que la classe Y, elle intervient dans la structure de la distribution de X de manière assez importante, ça marche. Pour des trucs genre langage, parole, image, etc. Donc l'autre hypothèse, c'est que, comme on optimise un truc non convexe quand on veut prédire P de Y dans un X, peut-être que cette histoire d'initialisation avec l'apprentissage non supervisé, ça nous aide parce que ça nous place dans un meilleur minimum local. Mais meilleur en quel sens? Est-ce que c'est meilleur au sens de l'erreur de généralisation ou meilleur au sens de l'erreur d'apprentissage? Et ce qu'on a déterminé, c'est que c'est meilleur d'abord avant tout au sens de l'erreur de généralisation. Donc en fait, par exemple, l'erreur d'apprentissage n'est pas nécessairement meilleure quand on utilise ces trucs. Donc en fait, c'est pas vraiment que ça aide à optimiser. C'est juste que ça nous place dans une configuration des paramètres à partir desquels, si on fait une descente de gradient, on trouve un meilleur minimum local en termes de l'erreur de généralisation. Ce qui, dans le cas où il y a beaucoup d'exemples, revient au même que l'erreur d'apprentissage, mais dans le cas où il n'y a pas beaucoup d'exemples, c'est vraiment l'erreur de test qui est améliorée et pas l'erreur d'entraînement. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Un peu, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant quand même, parce que c'est un peu... Qu'est-ce qui te perturbe? Le fait de rajouter des... Le fait de faire des trucs vifs, c'est plutôt d'amplifier des couches, le fait d'ajouter des neurones, c'est plutôt un truc qui permet d'avoir encore plus d'expressivité, donc c'est un peu perturbant. Oui, mais le gros de cette expressivité est utilisé pour modéliser X. Alors, effectivement, en théorie, si tu en mettais suffisamment là dans la largeur à chaque niveau et que tu faisais une optimisation violente de ces paramètres-là, tu pourrais overfitter.
Mais il se trouve que, à cause des problèmes des minima locaux et tout, on n'arrive pas à overfitter des réseaux de neurones, c'est dur. Si on n'a pas plus que quelques centaines d'exemples. Enfin, donc si on a un problème intéressant avec plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers ou millions d'exemples, on a beaucoup de difficultés à overfitter les réseaux de neurones. Donc en fait, c'est rarement le vrai problème, l'overfit dans les tâches qui nous intéressent. Et puis, de toute façon, il y a un moyen simple de régulariser. Tu peux avoir toute la complexité que tu veux dans toutes les couches inférieures. Tu peux avoir un nombre infini de neurones ici, ça ne gêne pas du tout. Tu n'as qu'à mettre un L2 ou un L1 sur ces poids-là. Et c'est exactement ce qu'on fait avec des SVM, des gaseous process ou du boosting. Donc, c'est pas gênant d'avoir beaucoup de capacité dans toutes les couches inférieures, en autant que tu régularises ici. Et ça, on le fait toujours de toute façon d'une manière implicite avec du early stopping ou explicite en rajoutant une pénalité. Et en pratique, vous faites du early stopping quand même En pratique, on fait du early stopping, qui est vraiment un truc simple et très pratique. L'autre chose qu'on apprend à travers l'analyse de ces expériences, c'est que dans le fond, le truc qui semble important là-dedans, c'est qu'on a appris au niveau, on a un algorithme d'apprentissage qui fait de l'apprentissage au niveau de chaque couche, au niveau de à chaque niveau, il y a quelque chose qui se passe. Et si on essayait d'optimiser tout ensemble, par exemple la machine de Boltzmann profonde, la Deep Boltzmann Machine, on pourrait prendre une Deep Boltzmann Machine, initialiser aléatoirement et juste aller, on entraîne, on fait la descente de gradient stochastique. Mais ça marche pas bien. Donc c'est pas juste le supervisé, c'est pas juste la back propre. Il y a un problème d'optimisation qu'on comprend pas bien qui fait que quand on a beaucoup de couches, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de minima locaux ou des plateaux ou je sais pas, la structure de l'espace est plus complexe, mais on n'arrive pas bien facilement à entraîner ces trucs-là. Donc si on a des algorithmes qui peuvent entraîner en regardant ce qui se passe à l'intérieur de chaque couche, et là où le problème d'optimisation est plus facile, donc entraîner une RBM, c'est facile. Pas l'air d'avoir des problèmes d'optima locaux là-dedans. Entraîner un réseau de neurones avec une couche cachée, c'est facile aussi. Si vous avez déjà entraîné des réseaux de neurones avec une couche cachée, vous savez, vous pouvez lancer l'expérience 100 fois avec des paramètres, avec des poids initiaux différents, et ça varie un peu, mais pas beaucoup. Donc il n'y a pas, sur les 100 fois, il y en a 90 qui vont donner à peu près le même résultat qui est bon. Tandis que d'autres problèmes, par exemple un mélange de gaussiennes. Si vous avez joué avec des mélanges de gaussiennes et vous les initialisez au hasard, vous en lancez 100, ben, il y en a peut-être la moitié qui se plante complètement. Donc vous savez que vous devez être plus attentif avec l'initialisation, les minima locaux peuvent être plus méchants. Et c'est le cas avec les réseaux profonds. Si on initialise complètement aléatoire un réseau profond aussi, ça peut donner de la merde. Il y a des stratégies pour essayer de réduire ces difficultés sur lesquelles on a travaillé dans les dernières années. Initialisé de manière un peu plus fine, mais la manière dont ça se faisait par exemple dans les années 90, il n'y arrivait pas parce qu'effectivement on tombe dans des mauvaises solutions rapidement. J'ai juste une dernière question. Ouais. Est-ce que vous avez essayé de, comme méthode d'optimisation, d'utiliser des trucs genre des méthodes d'ordre 2, des Oui. quasi-Newton? On fait plein de ça, ouais. Et alors, est-ce que ça marche toujours? Oui, ça marche toujours, mais enfin, on ne fait pas juste que ça marche toujours, on veut que ça marche mieux. Sinon, ça ne vaut pas la peine de se casser le cul avec des méthodes d'ordre 2. Parce que justement, souvent, le fait d'utiliser des pas constants ou des choses extrêmement simples et d'avoir des learning rates qui soient assez petits, c'est un truc qui permet de se prévenir contre le surapprentissage. Oui, mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est la courbe temps de calcul, erreur de généralisation. Donc, si on prend des pas très petits, on est prémuni, mais ça nous prend beaucoup trop de temps pour y arriver. Donc, toutes les techniques d'optimisation, principalement comme but de pouvoir descendre plus vite. Et donc là, il y a des choses qui se passent dans les dernières années. Jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment faire des méthodes d'ordre 2 parce qu'on ne savait pas faire des méthodes d'ordre 2 sur des ensembles de données très grands. C'était trop coûteux parce que c'est des méthodes batch où il faut regarder tous les exemples à la fois. Mais là, il y a des développements avec des mini-batch, genre 1000, 10 000 exemples. On peut faire des méthodes d'ordre 2 par petits bouts et ça marche plutôt bien. Donc là, il y a des travaux à Stanford, à Toronto qui pointent dans cette direction. L'histoire n'est pas close là, mais il suggère des accélérations qui peuvent être assez intéressantes. Et d'ailleurs, on ne sait pas faire ces méthodes d'ordre 2 non plus dans le cas où c'est vraiment stochastique. Donc des RBM par exemple, où c'est un gradient très très stochastique, on ne sait pas. Il n'y a personne qui a proposé quelque chose qui marche d'ordre 2 pour les optimiser. Donc ça c'est juste le cas déterministe comme les auto-encodeurs ou des réseaux profonds mais déterministes comme un MLP. Mais le cas stochastique, on ne sait pas faire d'ordre 2 encore.
J'aurais plein de beaux dessins à vous raconter, mais il me reste combien de temps, Hervé? Tu sais que c'est que ta deuxième sur 3 exposés. Ah bon, bah ça va alors. Donc là, tu fais encore Mais, 20 minutes et puis tu auras une troisième session. Je pense qu'on fera parler peut-être Mala après ta deuxième Ok. session. Et soit Ok. demain, soit ce soir. Alors je vous raconte un truc amusant. On a essayé de comprendre ce qui se passait pendant l'entraînement de ces réseaux de neurones qui ont été initialisés avec l'apprentissage non supervisé. Et donc c'est vraiment un but analytique. On essaye de comprendre les trajectoires dans l'espace des paramètres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce qu'on observerait comme trajectoire également dans un cortex, en cours d'apprentissage? Ben, je ne sais pas, on n'a pas pu faire les mêmes mesures dans un cortex. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que Oui, ces analyses de trajectoire pourraient aussi oui. avoir un support neurophysiologique? Oui. Ouais. Je ne saurais pas comment faire les J'en mesures parlais en avec question. Périnet, il est plus là? Non. Donc ce qu'on a fait, c'est que si on considère un réseau de neurones avec un jeu de paramètres particuliers, des valeurs particulières de ces paramètres, ça calcule une fonction. Alors déjà on a un problème, c'est que on ne peut pas juste regarder les paramètres, parce que vous savez peut-être qu'un réseau de neurones, un peu comme dans un mélange de gaussienne, il y a beaucoup de valeurs des paramètres qui donnent lieu à la même fonction. Par exemple, on peut juste permuter les étiquettes des indices des neurones et ça va donner les mêmes fonctions. Donc on ne peut pas juste, si on veut regarder l'évolution dans le temps des paramètres, on ne peut pas regarder juste les paramètres, il peut y avoir deux réseaux qui calculent la même chose en fait, la même fonction, mais qui sont dans l'espace des paramètres à des endroits complètement différents. Donc ça c'est le premier problème à résoudre. Et là, comment on a résolu ce problème? On essaye de se placer dans l'espace des fonctions plutôt que dans l'espace des paramètres. Alors comment on fait pour se placer dans l'espace des fonctions? On y va non paramétrique, c'est-à-dire qu'on dit une fonction, en gros, c'est représenté par les valeurs de la fonction à un certain nombre de points. Donc on prend 10 000 points de test, 10 000 images, on regarde la sortie du réseau pour chacun de ces 10 000 exemples, donc c'est mettons, s'il y a 10 sorties, ça veut dire que c'est un vecteur de taille 10, fois 10 000, ça fait 100 000, un vecteur de taille 100 000. Donc on dit ce vecteur de taille 100 000, c'est un résumé de la fonction calculée par notre réseau. Donc maintenant j'ai un vecteur dans un espace vectoriel qui me dit en gros la fonction calculée par mon réseau et j'ai pas besoin de regarder les poids explicitement. Si deux réseaux calculent à peu près la même chose, ils vont avoir ces deux vecteurs de 100 000 très proches l'un de l'autre. Bon, 100 000 c'est un peu dur à visualiser, donc là on fait une réduction de dimensionnalité à 2 dimensions et c'est ça qu'on voit ici. Chaque cercle ça correspond à un réseau de neurones à un point particulier d'apprentissage. Chaque cercle, chaque croix. Pour faire la réduction de dimensionnalité, si on faisait juste de la PCA, on verra un mishmash qui ne veut pas dire grand chose. Donc on utilise une méthode de réduction de dimensionnalité qui préserve la structure de la variété sous-jacente. Là on a utilisé du TSNE, TSNE. Je vous montrerai aussi avec Isomap la prochaine slide. Et il y a deux groupes de points ici. Il y a ça, c'est sans pré-entraînement non supervisé. Donc c'est la méthode classique pour entraîner un MNP. Et ça, c'est avec le pré-entraînement non supervisé, avec des RBM ou des auto-encodeurs débruitants dont je parlerai tout à l'heure, qui donnent à peu près la même chose. Ensuite, les couleurs, ça représente le numéro de l'itération pendant l'apprentissage. Donc ça commence à bleu, ça finit à rouge en passant par jaune. Puis il y a à peu près 150 points, il y a 150 réseaux comme ça, et il y a 150 réseaux comme ça. Ou 450, je crois que c'est 150. Donc ça représente la fonction calculée par les réseaux après une itération. On voit que c'est un blob, ils calculent à peu près tous la même chose au début. Puis ici aussi, après la première itération, la première époque, ils calculent à peu près tous la même chose. Puis après, ils divergent dans l'espace des fonctions, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont calculer une certaine fonction et d'autres qui calculent une autre. Ils reçoivent les mêmes exemples d'apprentissage. Ils divergent parce que selon leur initialisation, justement, ils vont se retrouver dans l'espace des fonctions dans des zones différentes. Donc là, il y a plusieurs observations intéressantes qu'on peut faire. C'est d'abord, si on suit un réseau, donc là c'est un peu dur parce qu'ils ne sont pas marqués, mais vous voyez par exemple ici, là c'est un réseau qui converge vers quelque part à la fin de son entraînement. Et peut-être qu'avant il était là, puis ça fait comme ça. Donc, il y a un truc moi qui m'a frappé quand j'ai vu ça, c'est
chacun des réseaux va à une solution différente dans l'espace des fonctions. Il n'y en a pas 2 sur 150 qui sont allés même à un truc proche. Donc le nombre de minima locaux, il est tellement grand, et ça compte pas les permutations d'étiquetage. Le nombre de minima locaux, il est tellement grand que j'en prends 150 au hasard, il n'y en a pas 2 qui tombent au même endroit. Et ça marche avec 450 aussi, il n'y en a pas 2 qui tombent au même endroit. Donc ça doit être un nombre gigantesque, exponentiel, quelque chose. Bon. Mais ils ont quand même tous une erreur semblable. C'est rassurant. Autre observation. Ça, c'est ceux qu'on a initialisés avec l'apprentissage non supervisé. Puis ça, c'est sans pré-entraînement non supervisé, donc le classique. Et les fonctions visitées par cette gang-là sont loin des fonctions visitées par cette gang-là. En fait, comme on l'est en non paramétrique, là, ça, vous pouvez dire que c'est quasiment infiniment loin l'un de l'autre. Ils ne se touchent pas. Donc, ils sont comme dans des régions différentes dans l'espace. En fait, on peut le voir avec Isomap. Avec Isomap, on voit que c'est quasiment orthogonal. Donc, en fait, ça, c'est une direction dans l'espace. À partir du point initial, c'est ceux avec le pré-entraînement, ils vont par là, puis ceux avec sans pré-entraînement, ils vont par là. Isomap, contrairement à Tisny, essaye de préserver le volume global dans l'espace. Donc, ça veut dire que quand on voit ici que convergent tous vers à peu près la même réponse, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans l'espace des fonctions, les réseaux qui ont eu de l'apprentissage non supervisé, à la fin, ils vont tous à peu près vers la même réponse, tandis qu'ici, ils vont des réponses très différentes. Là, ça explique la régularisation, je ne sais plus qui posait la question, enfin ça l'explique, ça la montre plutôt. C'est que la variance dans l'espace des fonctions qu'on obtient sans utiliser l'apprentissage non supervisé est beaucoup plus grande qu'avec. Donc là, le volume dans l'espace des fonctions couvert par les réseaux qui ont le pré-entraînement est tout petit comparé au volume couvert par ceux qui n'utilisent pas cette régularisation. Voilà, en gros, c'est ça les points importants. Qu'est-ce que ça dit ouais. Voilà, donc c'est vraiment amusant. On a fait des expériences aussi pour vraiment vérifier cette idée de régularisation, je n'entrerai pas dans les détails. On a vérifié aussi que si le nombre d'exemples tend vers l'infini, il y a quand même un avantage à utiliser le pré-entraînement. Ici, on voit le nombre de millions d'exemples vus pendant un entraînement online. Et ici, on voit l'erreur de classification en log. Donc, ça descend vers 0 assez vite. Mais on pourrait penser qu'au fur et à mesure que le nombre d'exemples augmente, le fait d'utiliser cette régularisation-là devrait diminuer. D'habitude, quand on a un régulariseur, son impact diminue au fur et à mesure que le nombre d'exemples augmente. Donc ici, il diminue aussi dans un sens. Si on n'était pas en log, c'est tout, ça va tout vers 0. Mais on voit que dans l'espace log, la vitesse à laquelle on approche 0 est beaucoup plus grande avec cette régularisation que sans régularisation. Donc malgré que tout le monde va à 0 quand le nombre d'exemples tend vers l'infini, la vitesse à laquelle on va à 0 n'est pas la même si on utilise ce régulariseur. Donc il y a quelque chose d'intéressant là. Puis l'autre observation scientifique sur tout ça, pour essayer de comprendre, on a regardé explicitement la variance des fonctions. Donc tout à l'heure j'ai dit que les fonctions sont plus différentes entre elles. On l'a mesurée en fonction de... ah oui, on a mesuré la variance en fonction de quelque chose de très intéressant en théorie de l'apprentissage, c'est la variance par rapport aux exemples d'apprentissage. Donc, une question qu'on se pose en théorie de l'apprentissage, c'est si les exemples d'apprentissage avaient été différents, de quelle manière est-ce que la solution qu'on obtient comme fonction aurait été différente? C'est un terme qui rentre dans l'erreur de généralisation. Plus notre prédicteur est sensible à l'échantillonnage particulier des exemples d'apprentissage qu'on a eus, et moins bonne sera la généralisation. Parce que, évidemment, toutes les manières d'échantillonner des exemples d'apprentissage ne peuvent pas être les bonnes en même temps. Donc, si elles diffèrent, ça crée un terme d'erreur de généralisation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre 10 millions d'exemples d'apprentissage, on a enlevé le premier million, et on l'a remplacé par un autre tiré de la même distribution. On a regardé les fonctions qu'on obtient à la fin de l'apprentissage, et on a regardé la variance de ces fonctions. Toujours avec le même truc de regarder dans l'espace des sorties sur des exemples particuliers. Là, on peut mesurer
non seulement la variance des fonctions en fonction du choix des exemples d'apprentissage, mais selon qu'on prend des exemples au début de l'apprentissage et qu'on les varie, ou des exemples au milieu de l'apprentissage ou à la fin de l'apprentissage, on voit quel est leur impact sur la fonction apprise. Puis ce qu'on trouve, c'est que les exemples au début de l'apprentissage ont vraiment un poids beaucoup plus grand, donc ils créent une variation beaucoup plus grande. Ça veut dire que les premiers exemples qu'on voit, probablement aussi c'est vrai pour les humains, les animaux, sont déterminants pour le reste de l'histoire. C'est encore rapport avec le fait que c'est non convexe qu'on optimise. Et donc, les premiers exemples, ils ont beaucoup plus grosse influence. Ensuite, tu as les exemples dans le milieu. Puis là, les très très récents qu'on vient de voir aussi, ils ont un poids un petit peu plus gros parce que c'est juste l'effet de... On vient de faire des pas de gradient dans leur direction, donc évidemment, ils ont un impact plus grand. Mais c'est un effet qui va disparaître à la longue. Donc, donc ça donne l'idée que les paramètres, au début, ils sont dans une zone autour de l'origine qui nous donne plein de potentialités, disons. Puis au fur et à mesure qu'on voit des exemples, on se spécialise vers certains choix de caractéristiques qui sont extraits à différents niveaux, et on devient un peu prisonnier de ces choix. On reste à l'intérieur des mêmes cadrans. Et donc ça, on peut le visualiser. Par exemple, ici, ce qu'on fait, c'est que on regarde les filtres appris à la première couche. On peut le faire à toutes les couches. Et on les regarde à différents moments de l'apprentissage. Donc ici, c'est à la fin de l'apprentissage non supervisé. Et ça, c'est après qu'on ait fait par-dessus de l'apprentissage supervisé. Et ce qu'on voit, c'est que visuellement, moi, je ne vois pas de différence pratiquement entre la gauche et la droite. Et pourtant, le taux d'erreur a baissé beaucoup pour aller de là à là. Bon, évidemment, il y a les poids des couches supérieures qui ont pu changer, mais ce que ça me dit, c'est que en fait, le signe des poids n'a pas changé. Donc, on est resté dans le même cadran. Parce que visuellement, en fait, ce qu'on voit, c'est les différences de signes. Est-ce que c'est noir ou c'est blanc? Et donc, l'ajustement final qui nous permet de réduire l'erreur de classification, il n'a pas changé grand-chose à ce qui était extrait dans les couches inférieures. Il a ajusté un peu. Et bon, ça, c'est la couche la plus basse. Donc là, c'est là que l'effet est le plus important. C'est intéressant. J'ai écrit un article aussi en 2009 qui essayait de pousser cette question de l'effet de l'ordre dans lequel on présente les exemples. J'appelle ça le curriculum learning. Et donc, selon comment on choisit l'ordre dans lequel on présente les exemples, avec un entraînement itératif, exemple par exemple, on peut avoir des effets importants. Donc, entre autres, on a fait une expérience qui est illustrée ici sur des données de langage où on entraînait avec tout Wikipédia à l'époque. Maintenant, ça a augmenté. Mais au lieu de montrer toutes les phrases dans le corpus, alors on cherche à prédire le prochain mot étant donné les mots qui précèdent. Au lieu de montrer toutes les phrases, on montre d'abord que les phrases qui contiennent des mots fréquents. Donc, on a pris les 5000 mots les plus fréquents en anglais. On a pris que les phrases qui contenaient que ces mots-là, et on a entraîné avec ça. Donc on fait du baby Wikipédia pendant un certain nombre d'itérations, et après on change, on augmente la taille du vocabulaire, on continue, etc. Au fur et à mesure, on augmente la taille du vocabulaire, ça s'améliore. Puis si on regarde à la fin, quand on a tout le vocabulaire, au moment où on a introduit les derniers éléments de vocabulaire, le réseau qui a été entraîné avec cette méthode-là, qui sélectionne finalement les exemples les plus faciles au début, enfin en tout cas, ce qui pourrait penser être les plus faciles, il finit par converger à un niveau de prédiction bien meilleur qu'un réseau qui a été depuis le début entraîné tout simplement avec des choix aléatoires d'exemples de phrases dans Wikipédia. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la dynamique de l'apprentissage qu'on ne comprend pas bien, mais qui fait que si on peut trouver des manières intelligentes d'ordonner les exemples, ce qu'on fait dans un curriculum pour vrai dans l'éducation, ça peut avoir un effet important. Bon, ça j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des développements dans les derniers 2 ans à peu près sur l'utilisation de méthodes d'ordre 2. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit. Alors, pour moi, il y a un point très important dans tout ça. C'est pas juste des recettes qu'on applique et puis magique, ça marche bien, ouais.
pour moi, ce qu'on aimerait de tout ça, c'est que ces représentations apprises, elles aient un sens d'une certaine manière. Et pour moi, le meilleur sens que ça pourrait avoir, c'est que ces représentations permettent de démêler les facteurs sous-jacents explicatifs qui expliquent les données. Évidemment, on ne les connaît pas, mais dans certains cas, on peut les deviner et puis vérifier si le modèle a effectivement démêlé un peu ces facteurs. Et donc, il y a des gens qui ont fait des expériences comme ça. Ian Goodfellow, qui était à Stanford à l'époque, qui maintenant est dans mon labo, a fait des expériences avec des séquences vidéo dans lesquelles on bouge la caméra de manière contrôlée. Et donc, on sait qu'il y a des variations particulières dues aux rotations et aux translations qu'on contrôle. Et donc, ensuite, on peut se poser la question, dans les unités cachées d'un RBM et ensuite d'un réseau profond, à différents niveaux, est-ce qu'il y a des unités qui sont particulièrement sensibles ou particulièrement invariantes à ces facteurs qu'on connaît exister dans les données? Et on peut quantifier ça, on peut voir le degré d'invariance des unités qui sont les plus invariantes à un facteur qu'on connaît, en mesurant un genre de corrélation avec ces facteurs-là, et voir si ça change d'une couche à l'autre. Et donc là, on observe effectivement que, avec des DBN, où en fait, ça c'était même des autoencodeurs sparse stackés, effectivement, on observe qu'avec plus de profondeur, certains de ces modèles vont être plus invariants, c'est-à-dire, ils ne sont pas plus invariants, certaines des unités à l'intérieur de la représentation sont plus invariantes. Parce que chaque couche essaie de représenter tous les facteurs. La question c'est, est-ce que ces facteurs sont complètement mélangés de manière tordue, ou est-ce que c'est un peu plus séparé? Nous, on a fait une expérience dans le domaine de la modélisation du langage, dans lequel on savait qu'il y avait deux facteurs importants pour les données qui nous intéressaient. C'était le sentiment, est-ce que les gens avaient aimé ou pas aimé quelque chose, ils ont écrit une phrase. Puis le sujet sur lequel ils parlaient, est-ce qu'ils parlaient de livres, de vidéos, ou je ne sais pas quoi, il y avait 50 domaines différents. Et donc on sait que ces deux genres de catégorisation un peu orthogonales, comme si on était en parole, mettons le locuteur, le type de locuteur et le type de phonème. Puis là, on apprend des représentations, on peut se poser la question, est-ce que les unités qu'on a là sont plus prédictives d'un des facteurs et moins d'un autre ou pas? Et on peut mesurer ça encore avec le même genre de technique. Et on observe qu'effectivement, la représentation apprise est beaucoup plus démêle beaucoup plus ces facteurs. Donc il y a certaines unités qui se spécialisent un peu plus pour une chose et d'autres qui se spécialisent un peu plus pour une autre. Donc c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, ça me fait soulever un point, c'est que pendant longtemps, en intelligence artificielle, les gens parlaient d'invariance. Pour moi, c'est pas le bon terme. Parce que on ne sait pas à quoi on doit être invariant. Peut-être qu'on veut faire un détecteur de locuteur et pas un reconnaisseur de phonème. Donc, surtout quand on est dans le mode où on fait de l'apprentissage non supervisé, on n'a pas encore vu les étiquettes qui nous intéressent, on ne veut pas décider de jeter certaines parties du signal, sauf ce qui vraiment semble imprédictible ou du bruit. On veut essayer de garder tous les facteurs, mais on veut les séparer pour que après, quand les étiquettes viennent, ça va être facile de répondre à n'importe quelle question. Donc on ne veut pas faire un truc invariant. On veut qu'il y ait des détecteurs invariants à l'intérieur de façon à démêler les différents facteurs. Ça, c'est vraiment le Graal. Si on peut faire ça, après, on peut répondre à n'importe quel problème très facilement. Dans le fond, on a comme tout déplié, puis ça devient trivial avec un classifieur linéaire de répondre à n'importe quelle question. Donc, comment on peut faire pour produire des modèles qui font ça? Parce que jusqu'à présent, on a ces RBM, ces autoencodeurs, machin, qui semblent faire ça comme par magie. D'abord, pourquoi? Puis si on comprend mieux pourquoi, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément choisir des algos d'entraînement qui vont faire encore mieux ça? Donc, ça fait partie de mon programme à moi, ça. C'est quoi c'est quoi qu'on pourrait faire pour aller dans cette direction? Alors, il y a quelque chose qui a été exploré depuis un certain temps déjà, c'est l'utilisation de la notion de cohérence temporelle et d'échelle temporelle. Mais je dis temporelle, ça pourrait être aussi spatial. Mais ça a été fait surtout dans le cas temporel. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Dans le genre de données qu'on reçoit de la nature, mettons de la parole, de la musique, des sons de baleines, des images,
la vidéo, tant où il y a du temps. Il y a des facteurs explicatifs sous-jacents, on peut les imaginer dans notre tête. Et si vous les imaginez dans votre tête un petit peu, vous allez réaliser que la plupart de ces facteurs ne changent pas rapidement dans le temps. Donc si je parle, c'est moi qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre à chaque 5 millisecondes qui change et qui prend le tour de parole. Donc il y a un facteur, c'est Yoshua qui parle, qui reste constant pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Et si vous regardez, la plupart des facteurs ont cette caractéristique. Donc c'est un hint, c'est un indicateur que la nature nous donne pour nous aider à identifier des facteurs importants, que la plupart des facteurs qui nous intéressent sont cohérents dans le temps, restent les mêmes dans le temps. Et l'idée maintenant d'échelle, c'est que en fait, il y a différentes échelles de temps, et il y a des facteurs qui varient plus à des échelles différentes. Donc, si je prends la prosodie dans une phrase, ça induit quelque chose au niveau de la phrase. Si je regarde les caractéristiques du locuteur, c'est pendant tout le tour de parole, etc. Donc, non seulement on peut séparer les lents et les rapides, mais on peut séparer à différentes vitesses. Et ça, c'est un autre truc qu'on pourrait utiliser. Est-ce que c'est lié au modèle attentionnel, détecteur de nouveautés, des choses? Je sais pas. Ouais. Parce qu'un événement nouveau va, dans cette analyse d'échelle, paraître peu fréquent. S'il y a un événement... Oui, ok, il y a un lien, effectivement. S'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est probablement qu'il y a des facteurs importants, là, des abstractions, qui ont changé tout d'un coup. Ça rejoint la théorie de Claude, détecteur de nouveautés. Alors lui, il a une approche complètement auto-organisatrice par carte de poney, je dirais. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait que tu nous parles de ça peut-être demain, en un quart d'heure. Ah oui, là il faut. Donc en fait, cette idée-là, elle n'est pas nouvelle, ça a déjà commencé au moins en 1993 avec la thèse de Soubecker, mais ça a été poussé dans les dernières années. Ensuite, il y a la sparsité, deuxième indice. Enfin bon, il est moins évident celui-là. Pourquoi est-ce que des représentations sparses, ça pourrait nous aider à séparer, à démêler les facteurs explicatifs? Donc ça, c'est une hypothèse que je fais, que la sparsité nous aide à démêler les facteurs explicatifs. Bon, premièrement, on peut faire un genre d'expérience inverse. Supposons qu'on avait une représentation où les facteurs explicatifs étaient démêlés. Donc ça veut dire qu'il y a différents nombres qui sont associés chacun à un facteur et pas à 12 en même temps. Si on prend cette représentation et on la multiplie par une matrice quelconque, aléatoire, ça va donner un vecteur tout mêlé. Donc si on prend un vecteur sparse... Ah oui, l'autre chose, c'est que la plupart des facteurs ne sont pas pertinents la plupart du temps. J'avais oublié ce détail super important. Si on pense à une explication de ce qui se passe autour de nous et que j'écris en mots une description, je ne vais pas utiliser tous les mots du vocabulaire, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas pertinents. Donc, la plupart du temps, si on explique une scène, quelle que soit sa nature, il n'y a qu'un certain nombre de concepts qui sont pertinents à expliquer cette scène. Ça veut dire que tous les autres, ils sont à zéro. C'est sparse. Donc, pour moi, ça c'est une indication très importante sur la nature du monde qui nous entoure, qu'on devrait exploiter dans l'apprentissage de représentation, qui justifie en partie la parcimonie comme pénalité, comme régularisation. Donc, il y a le fait qu'on peut imaginer que les concepts importants qui expliquent ce qui se passe, la plupart ne sont pas pertinents. Il y a le fait que si on prenait une représentation démêlée et sparse comme ça et qu'on multipliait par une matrice qui converge vers un vecteur dense qui garde la même information, comme nous dit la théorie du sparse, on n'aurait rien perdu, mais on n'aurait pas perdu d'information, mais on aurait perdu la capacité de facilement démêler les facteurs et donc de prédire à partir de ça. L'autre chose pratique d'un point de vue machine learning, c'est que si on a une représentation sparse, a priori, ça va être plus facile de construire un classifieur linéaire par-dessus que si c'est tout mêlé.
Donc ça, c'est pour la même raison qu'un SVM, ça travaille dans un espace de haute dimension. C'est pas très original, mais c'est quand même un point intéressant. Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Les noyaux. Ah oui, ok. Il y a un autre truc plus géométrique ici, je vais en parler dans une autre slide, c'est là il y a écrit local chart. Ok. C'est que quand on travaille avec des représentations sparses, une manière de s'imaginer ce qui se passe, c'est que supposons que j'ai une image ou j'ai un son et que je vais seulement varier certains facteurs autour de ce son-là. Vous vous rappelez, tantôt on avait l'image de variété. Et dans l'image de variété, il manque un élément. L'image qu'on avait tout à l'heure, c'est que la plupart des facteurs qu'on va pouvoir varier pour cette image-là, c'est juste un sous-ensemble de tous les facteurs possibles, qui, la plupart, ne sont pas pertinents. Donc en fait, c'est comme si il y avait une dimensionnalité locale qui n'est pas nécessairement la même à différents endroits. Et qui ne regarde pas dans la même direction à différents endroits. Donc quand on a une variété, une manière de la représenter, c'est par des petits bouts qu'on appelle des charts. On va coller les uns aux autres. Et ces petits bouts, ils disent il y a certaines variations qui ont du sens dans cette région-là. Et en général, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de dimensions. Donc ça, dans le sparse, ça revient à dire que les zéros, on les garde à zéro, et les autres, on peut les varier. Et ça nous permet de capter des exemples semblables qui ont le même pattern de sparsité, mais qui représentent des entrées différentes, mais voisines. Si tout d'un coup, je décide de prendre un truc qui était 0 et de le mettre à non-0, ou vice-versa, de prendre un non-0 et de le mettre à 0, c'est comme si je change un peu ma variété. En fait, je tue un axe, ou je crée un nouvel axe sur lequel je vais pouvoir varier. Donc je change de système de coordonnées. À chaque fois que je fixe le pattern de sparsité, j'ai comme un système de coordonnées local. Puis, en changeant le pattern de sparsité juste un petit peu, je vais dans un système de coordonnées local voisin. J'ai une image peut-être pour essayer d'illustrer ça un peu plus tard. Je saute des choses. Ouais. Je ne sais pas si ça aide beaucoup. Je vais faire avec un... Bon, d'abord je vais expliquer ça. Ça, c'est pas pour la sparsité, mais ça explique l'idée de charte locale. Donc, si on a une variété, ici, mettons que c'est une variété à une dimension, elle n'est pas très intéressante, mais une manière de représenter la variété, c'est de considérer ce qui se passe dans des petites régions. Et dans chacune des petites régions, on peut imaginer avoir un genre de système de coordonnées linéaires, euclidiennes, qui nous dit comment ça se passe dans cette région. D'accord ? Et puis, on doit avoir un moyen de pouvoir joindre ces régions entre elles pour pouvoir se promener de l'une à l'autre. Quand on est en sparse, ce qui se passe, c'est que c'est comme si, mettons, on a juste deux nombres, et soit il y a juste, on se promène sur cet axe-là, puis l'autre est à 0, ou on met lui à 0 et on se promène sur cet axe-là. En fait, c'est comme ça la représentation sparse. La variété, elle est comme, elle s'étend le long de certains axes, et puis on a plein qui sont mis à 0. Donc là, c'est comme ici, mais on a que deux zones dans le fond. Là. Ici, c'est la zone où c'est en train de couper quand même. La zone où ce nombre est à 0, celui-là est à 0, puis la zone où celui-là est à 0. Si on avait 3 dimensions, on pourrait imaginer qu'on ait ça, puis on pourrait peut-être avoir des faces aussi. Donc, d'accord, on aurait 2 bits d'allumé, un d'éteint, ça serait une face. Donc chacune de ces zones qui correspond à un sous-ensemble de dimensions qui sont actives, ça peut être associé à une charte, et en collant toutes ces chartes entre elles, on crée un manifold. Mais c'est un manifold qui a une structure un peu particulière,
qui n'est pas n'importe quoi. Donc je reviens. Ok, je vais vous parler. Bon. Pour faire ces entraînements non supervisés, on a plein d'options. Et puis dans les dernières années, après les RBM, il y a eu comme une explosion de recherche dans plein de directions pour essayer de voir est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait entraîner des modèles d'apprentissage non supervisé d'autres manières et que ça marche aussi bien que les RBM. Donc il y a le sparse coding, vous avez entendu parler, mais il y en a plein d'autres. Puis on peut en fait les inclure dans une famille assez large, entre autres les modèles à base d'énergie, dont les RBM et les machines Rosban font partie, dans lesquels en fait l'entraînement n'est pas nécessairement facile à cause du fait qu'il y a ce gradient qui nécessite une somme sur un nombre immense de configurations, et donc il y a plein de trucs et de manières d'essayer d'entraîner ces choses-là. Donc on a parlé brièvement de la contrastive divergence, de la PCD ou stochastic maximum likelihood. Il y a des variantes de ça que j'ai mentionnées de noms qui se font dans les dernières années. Il y a un truc intéressant qui s'appelle le score matching, qui est basé sur l'idée qu'on veut qu'une manière de modéliser une densité, c'est simplement de matcher son score, c'est-à-dire la dérivée de la log probabilité par rapport aux entrées. Donc c'est comme le flot vectoriel qui dit en chaque point dans quelle direction la densité augmente le plus. Et il se trouve qu'on peut faire ça et éliminer le problème de la fonction de partition, parce que quand j'ai P de x égale E à la moins énergie de x sur z, qui dépend pas de x, si je fais d log P de x dx, ben, vous voyez que le z fout le camp, puisqu'il n'y a pas de x dans z, donc ça nous fait moins dérivée de l'énergie par rapport à x. Donc du coup, si on est capable d'écrire l'énergie, mais qu'on n'est pas capable d'écrire la probabilité parce qu'on a ce z qui nous emmerde, on peut quand même calculer la dérivée de la densité par rapport à x et travailler avec ça. Et là, il se trouve qu'on peut essayer de matcher la dérivée, le score du modèle avec le score de la vraie densité qu'on ne connaît pas. Mais je ne rentrerai pas plus là-dedans. Je peux dire que ça existe et que c'est des choses qui sont explorées en ce moment. Il y a aussi l'idée du denoising, sur laquelle je vais revenir. Si on prend... C'est une autre manière de se débarrasser de la fonction de partition. Si on prend une fonction, on va construire un genre d'auto-encodeur. Si on prend notre x, on rajoute une sorte de bruit dedans, on le corrompt. Donc on a un x corrompu, puis on va essayer de reconstruire le x original. Donc on fait du denoising. Pas nécessairement juste du bruit gaussien, mais ça peut être des choses plus compliquées, en fait c'est plus intéressant. Ben, la seule manière de faire ce travail correctement, c'est de capter complètement les dépendances dans P de x. Et on n'a jamais eu besoin pour faire ça de explicitement capter la fonction de partition. Donc si on fait du denoising, c'est une autre manière de capter les dépendances qui a été explorée, dont je vais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ratio matching, je vais sauter, mais c'est le même principe que le score matching, mais dans le cas discret. Un pseudo likelihood, ça c'est un autre truc qui est amusant. Si je peux écrire, je peux pas écrire P de x comme un produit qui se décompose facilement, que je peux calculer à cause de la fonction de partition, mais ce que je peux écrire, qui n'est pas tout à fait pareil, c'est P